Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le calendrier électoral est-il réalisable tandis que les citoyens doivent voter ce 23 décembre 2018? Des litiges freinent le processus, notamment en ce qui concerne la machine à voter qui est rejetée par l'ensemble de l'opposition. Baisse des investissements directs étrangers en Afrique. En 2017, le flux des investissements étrangers directs vers l'Afrique s'est établi à 41,5 milliards de dollars, soit une régression de 21% par rapport à 2016. Et puis bientôt la fin des travaux du stade Paul Biya d'Olembe. Ce complexe sportif basé à Yaoundé accueillera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Les travaux s'achèveront en décembre 2018. Mais tout d'abord, la Cour pénale internationale se donne jusqu'à ce 13 juin pour se décider sur la libération provisoire de Jean-Pierre Bemba. Resté en détention ce vendredi, le leader du mouvement de la libération du Congo avait écopé de 12 mois pour des atteintes à l'administration de la justice. Pour rappel, Jean-Pierre Bemba avait initialement été condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et contre l'humanité commis en Centrafrique entre 2002 et 2003. Il a déjà effectué 10 ans de détention. Par ailleurs, sa peine liée à la subornation des témoins sera fixée ce 4 juillet 2018. Parallèlement, en République démocratique du Congo, les Congolais iront aux urnes le 23 décembre 2018 pour élire le président de la République ainsi que les députés provinciaux et nationaux. Malgré l'optimisme affiché par la centrale électorale, des incertitudes entourent encore le respect du calendrier électoral. En effet, le décaissement des fonds destinés à ce processus ne suit pas le rythme programmé, mais également la machine à voter qui est quant à elle rejetée par l'ensemble de l'opposition. Reportage Jacques Amboka, notre correspondant sur place. Plus que 6 mois et 2 semaines pour la tenue des scrutins du 23 décembre 2018. Le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante est jusque-là respecté malgré quelques couacs, notamment le non-enrôlement des Congolais de l'étranger qui du reste sont vraisemblablement en train d'être mise à l'écart du processus. La CENI affiche donc une détermination qui laisse croire à beaucoup qu'après 2 ratés, cette fois-ci, la tenue de la présidentielle couplée aux 2 législatives se tiendra à la date indiquée. Nous sommes de ceux qui travaillent nuit et jour pour pousser la Commission électorale nationale indépendante à tenir à son calendrier, mais nous savons bien que la CENI n'est que l'organe technique, mais nous poussons également le gouvernement, l'exécutif congolais, à poursuivre les processus de décaissement pour justement qu'on arrive à la tenue des élections le 23 décembre. En dépit des avancées réelles dans l'exécution de ces calendriers, les inquiétudes ne sont pas toutes dissipées. L'une des questions qui divise, c'est notamment la machine à voter. Nonobstant les avantages qu'elle procure, la machine à voter est boycottée par l'opposition dans son ensemble, qui trouve dans cette machine une stratégie montée pour favoriser la fraude. L'entêtement à vouloir imposer la machine à voter, qui n'est rien d'autre qu'un vote électronique, une technologie décriée par tous les partenaires, y compris ceux du pays de fabrication, la République du Corée du Sud, cache à peine les mauvaises intentions du pouvoir en place pour qui le détournement des votes deviendrait désormais aisé. Déterminé à financer seul le processus électoral qui, dans son ensemble, exige un budget d'environ 1,3 milliard de dollars, alors que la première phase qui conduit à la présidentielle couplée aux 2 législatives coûterait 430 millions de dollars, le gouvernement congolais brandit la carte de la souveraineté, une option qui sème dans l'opinion des observateurs un certain scepticisme eu égard au retard de décaissement enregistré. Le calendrier tel que présenté par la CENI sera-t-il exécuté comme tel? Difficile de répondre aujourd'hui à cette question.
Au Nigeria, Moshood Abiola a été distingué grand commandeur de la République fédérale à titre posthume par le président Muhammadu Buhari. Figure de la démocratie nigériane, Moshood Abiola était en effet en passe de remporter la présidentielle face au candidat de la junte militaire en 1993 lorsque le vote fut annulé, une décision du chef de l'État inédite pour certains observateurs qui, selon eux, pourrait avoir un impact lors des élections présidentielles et législatives de février 2019. Par ailleurs, la journée du 12 juin est désormais fériée. Elle a été décrétée officiellement journée de la démocratie. Les investissements directs étrangers en chute libre sur le continent africain. Les IDE ont reculé de plus de 20% en 2017, une situation qui fragilise les pans entiers de l'économie. Cette conjoncture accuse le contre-coup de la faiblesse des prix des matières premières. Les précisions, Ibrahima Djoumaba. Dans le rapport 2018 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sur l'investissement dans le monde, il ressort que l'Afrique a enregistré une baisse de 21% des flux d'investissement directs étrangers. Ces fonds en direction de l'Afrique sont évalués à 41,5 milliards de dollars en 2017. Cela peut s'expliquer par la chute des cours du pétrole et des matières premières. Il faut que peut-être le continent se dote d'un outil industriel plus important pour être moins dépendant justement de ces matières premières-là qui posent problème et dont les prix varient et qui ont un impact sur les performances de nos pays. Il y a les fondamentaux qui sont là, qui existent au niveau du Maroc, au niveau de l'Éthiopie, au niveau du Kenya, qui en profitent, ils ont fait des réformes. Donc il y a tout cet environnement-là dont ils ont tiré profit et on espère que ils pourront faire profiter des opportunités et des excédents obtenus aux pays de la sous-région et à d'autres pays africains. Le document fait ressortir que cette baisse des IDE est plus marquée dans les régions où les économies sont dépendantes des matières premières. L'Afrique australe est à moins 66%, l'Afrique centrale à moins 22%, l'Afrique de l'Ouest à moins 11%, l'Afrique du Nord à moins 4% et l'Afrique de l'Est à moins 3%. Les principaux pays bénéficiaires des flux de capitaux en 2017 sont l'Éthiopie, le Kenya et le Maroc. C'est des pays comme le Maroc qui investissent beaucoup en Afrique. C'est aussi peut-être le Nigeria qui essaie de sortir un peu de sa zone. Donc l'investissement intra-africain qui a augmenté de 8%, c'est bon. Il faut souhaiter que ça se renforce, ça se développe et que par la suite, les pays africains aient les moyens d'exploiter l'important marché régional, l'important marché intra-africain, les marchés sous-régionaux et pourquoi pas après aller à l'extérieur à la conquête du continent. Le CNUSED précise que les investissements africains sur le continent sont en hausse de 8%. Ils ont atteint 12,1 milliards de dollars en 2017 grâce notamment aux stratégies d'expansion des entreprises sud-africaines et marocaines. Les flux des IDE vers l'Afrique devraient augmenter d'environ 20% cette année pour atteindre 50 milliards de dollars. Le stade Paul Biya d'Olembe tient ses premiers gradins de visite du chantier de cette importante infrastructure qui accueillera l'ouverture de la CAN 2019. A d'ores et déjà effectué, occasion pour le gouverneur de rappeler aux constructeurs le respect des délais, mais également de faire taire les revendications de certains employés qui visent à freiner l'avancement des travaux. Explication Viviane Baoken. Sur le site du chantier du stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé, les travaux s'accélèrent sans répit. Les préfabriqués arrivés sur ce site il y a quelques mois sont en train d'être installés et on peut déjà apercevoir certains éléments importants de ce complexe sportif, parmi lesquels le stade. Selon le constructeur italien Pizzini, le stade principal est prêt à 60% et sera totalement livré dans les 3 semaines. Dans le prochain 3 semaines, on va finir avec les gradins. Bon, le grand zone, le zone sud, nord et est, d'accord, on va finir avec les gradins. On va préparer aussi le même temps pour commencer avec la structure du trottoir, parce que tout le stade va être couvert. Maintenant, en même temps, il y a le tribune ouest, où on appelle ça le tribune VIP, mais ce n'est pas seulement VIP, c'est la zone des médias, c'est la zone de joueurs et aussi la zone VIP et VVIP. Ça aussi va être fini comme structure pour le fin juillet.
Les pépinières à gazon, les stades annexes ainsi que l'unique hôtel du complexe sportif d'Olimbe prennent également vie. Et pour s'assurer de l'avancement efficient des travaux, le gouverneur de la région du centre a envoyé un signal fort aux employés intenables qui veulent mettre à mal ce projet. C'est les instructions du chef de l'État que ces stades devaient être livrés pour la CAN et que nous ne sommes pas là pour les gens qui veulent faire et la politique et le syndicalisme et autre chose. Donc nous sommes là pour voir ce problème et que si les gens pensent que c'est parce que l'État s'engage dans cette lancée et il veut nous mettre le bâton sur les roues, on va les extirper. Le complexe sportif d'Olimbe à Yaoundé est la principale infrastructure de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. Les travaux qui ont débuté en 2016 devront s'achever en décembre 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.